ce soir, je vais vous présenter une introduction à la facilitation graphique et au sketchnote. Alors, une introduction au sketchnoting. Donc, c'est vraiment pour les débutants. Si vous ne savez pas dessiner, bah, vous êtes au bon endroit. Parce qu'il y a des très bons sketchnoteurs qui ne dessinent pas forcément très bien. Donc, il n'y a aucun souci. Il faut pas hésiter à se lancer. Alors, je vais essayer de passer les slides. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, petite présentation de qui je suis. Donc, comme je précisais, je suis dans l'organisation d'un meet-up Android Nantes. Donc, pour tout ce qui est la techno mobile sur terminaux Android. Sinon, comme boulot, je suis CTO chez Ecobox. Ecobox, c'est une plateforme de service qu'on est en train de monter à destination des auto-entrepreneurs pour leur proposer des services, rendre accessibles des services d'un plus haut niveau en expertise comptable et en gestion d'entreprise que ceux à quoi ils peuvent prétendre habituellement. Donc, les auto-entrepreneurs, en général, ils prennent des petites solutions d'expertise comptable toutes simples. Là, on essaye de vraiment enrichir l'offre et de leur apporter un service de plus haut niveau. Ensuite, je m'amuse un petit peu à faire le tour des conférences en étant speaker. Donc, j'ai participé l'année dernière au Brainscamp, à différents DevFest, à Mixit à Lyon, Devox Paris et Android Maker aussi. Bah forcément, là, c'est un petit peu ma techno favorite, Android. Et une dernière petite carte que je joue, je fais beaucoup de sketchnotes. En allant dans les différentes conférences, je me suis pris au jeu de faire des sketchnotes. Donc au début, c'était plutôt sur carnet. Ensuite, récemment, je suis passé sur un iPad Pro. Je parlerai un petit peu plus tard du matériel. Mais tout est possible. On peut démarrer sur des feuilles de papier toutes simples. Il n'y a aucune raison de se limiter. Deux petites définitions pour démarrer, parce que j'ai parlé de facilitation graphique. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est que la facilitation graphique. Peut-être que dans votre entreprise, vous voyez parfois des prises de notes ou des mises en avant de façon graphique de conférences ou d'ateliers. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement en entreprise et qui est de la facilitation graphique. Donc, c'est une pratique qui utilise les médias graphiques pour favoriser les échanges et les réflexions au sein d'un groupe afin de lui permettre de construire une vision commune. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu une définition que je trouvais assez complète et intéressante. Et alors, qu'est-ce que c'est que les sketchnotes par rapport à la facilitation graphique? Pour moi, les sketchnotes, c'est plus quelque chose qui va être individuel. La facilitation graphique, c'est dans la communication vers les autres. Les sketchnotes, ça va plus être une prise de notes pour soi qu'on pourra ensuite retransmettre vers les autres, mais il y a quand même cette petite notion de personnel. Donc là, les sketchnotes sont des notes visuelles riches, mêlant écriture, dessin, lettrage, calligraphie, des formes et d'autres éléments comme des flèches, des lignes, des boîtes. On va voir par la suite, vous allez prendre feuille et crayon et puis essayer de dessiner avec moi. Je vous accompagnerai pour voir un petit peu les bases de toutes les formes qui peuvent être utilisées dans les sketchnotes. Et en fait, toutes ces bases-là font partie des mêmes bases que les bases de la facilitation graphique. Là, je vous présente un petit peu des exemples de sketchnotes que j'ai prises lors des différentes conférences auxquelles j'ai assisté fin 2019. Donc moi, je fais pas mal de couleurs. Alors ce qu'on peut voir, c'est que mes couleurs, il y a beaucoup quand même de orange et de bleu. Donc il y a peut-être un style qui se dégage, mais parfois il y a certaines sketchnotes où je vais décider de changer de couleur et de prendre un parti pris graphique, soit en fonction du thème de la conférence ou d'autres choses qui vont m'amener à utiliser d'autres couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sketchnote? Les sketchnotes, à la base, c'est vraiment essayer de prendre toutes les idées principales, de capter toutes les idées principales qui vont passer dans la conférence ou dans la réunion, si vous voulez faire des sketchnotes de réunion, ou dans le cours, si vous êtes étudiant et que vous avez un cours qui se prête à des idées qui peuvent amener à des dessins. Donc, vraiment, l'idée, c'est de récupérer toutes les idées, mais ce n'est pas de les transformer en une œuvre d'art.
vous n'allez pas avoir le temps de faire de l'art. Et c'est là où c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas forcément des dessinateurs. Donc là, par exemple, je vous présente deux voitures. Il y a le concept de voiture. Il y a une petite voiture dessinée avec juste deux ronds et quelques traits de crayon. Et l'autre voiture qui est dessinée beaucoup plus finement. Et on remarque même la marque, on s'imagine que c'est une BMW. Mais si vous devez évoquer le terme de la voiture ou de déplacement ou amener des personnes d'un point A à un point B dans un véhicule, la petite voiture de gauche suffit largement. Et normalement, je pense que tout le monde est capable de dessiner la petite voiture de gauche. Quels sont les bénéfices des sketch notes? Alors, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais de ce que j'ai lu, et donc je vais faire confiance aux spécialistes, le fait de dessiner et d'écrire en même temps fait qu'on active plusieurs zones du cerveau en même temps. Alors, et qu'est-ce que ça va faire en fait, cette double activation, le double codage? Je bois un petit coup. Hop, merci. Chez moi, ça a amené deux choses, et c'est en général reconnu par tous ceux qui font des sketch notes. La première chose, c'est la concentration. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une écoute attentive d'une conférence ou d'un cours, là où en général, au bout de 20 minutes, ou parfois même plus tôt que ça, je décrochais parce qu'il y avait parfois, je ne sais pas, un mot-clé qui m'évoque quelque chose et je partais dans mes pensées et du coup, je n'écoutais plus la personne, le présentateur. Soit on finit par un petit peu s'endormir, on est moins concentré. Donc là, le fait d'être toujours à la recherche des idées que va présenter le speaker, on est beaucoup plus concentré, ça devient comme un jeu. On essaye comme les Pokémon de les attraper toutes les idées et puis d'essayer de les dessiner, d'essayer d'écrire, d'essayer de choisir une mise en forme de tout ça. Et c'est vraiment beaucoup plus ludique. Donc, et ce côté ludique, finalement, joue et apporte une meilleure concentration. Deuxième bénéfice, la mémoire. Le fait d'avoir ce côté verbal et visuel, on active deux zones de son cerveau et visiblement, ça fait plus de connexions neuronales. Attention, alors je veux bien les croire. Je veux d'autant plus les croire que chez moi, ça marche très bien. C'est-à-dire que quand je reprends une de mes notes que j'ai pu faire 4, 5, 6 mois auparavant, je vais me rappeler parfois de phrases qui ont été dites. Je vais me rappeler dans quel ordre ça s'est passé. Ça va m'évoquer énormément de souvenirs. Chose que juste une prise de notes avec du texte ça me faisait beaucoup moins cet effet. Donc, alors c'est peut-être un effet placebo. On me dit que ça va agir sur la mémoire et du coup psychologiquement, je me dis que j'ai une meilleure mémoire. Peut-être, mais comme ça semble fonctionner chez moi, je prends cet effet. Donc voilà, ça c'était les deux effets sympas que ça produit sur le cerveau. Ensuite, moi je voulais rajouter un troisième bénéfice des sketch notes. Alors, ça va peut-être pas vous le faire avec vos profs si vous prenez des notes dessinées, mais en général, en conférence, quand je prends des notes dessinées et que je les partage ensuite, et notamment je les partage avec les speakers, j'ai beaucoup de retours. Les speakers soit viennent me voir, soit me répondent sur les réseaux sociaux, soit viennent me voir en présentiel et du coup on peut discuter différemment. On peut, je leur demande rien, je suis pas en train de leur poser des questions, c'est eux qui viennent me voir et c'est vraiment très très agréable. Parfois j'ai eu des remerciements chaleureux, des hugs, et c'est toujours sympa. Et il y a des personnes qui, du coup, que j'ai vu qu'une seule fois et qui restent amies avec moi et qui, quand on va se recroiser ensuite, même des années plus tard, se rappelleront de moi. Donc pour moi, c'est un bénéfice indirect des sketch notes et du fait que je les partage sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, on va aborder le sujet un petit peu plus intéressant. Comment faire des sketch notes? Alors ce soir, je vais vous proposer de faire deux sketch notes. Il va y avoir une première sketch note où on va aborder les bases de la facilitation graphique et on la fera ensemble. C'est-à-dire que je vais dessiner et vous allez voir mon dessin en direct et vous allez pouvoir le recopier.
Dans un deuxième temps, Mathilde va essayer de nous faire un petit talk de 10 minutes, une petite mini-conférence sur un sujet qu'elle va nous annoncer. Et on va essayer de le prendre là, chacun dans son coin, de faire la sketch note personnelle. Et ensuite, on pourra la repartager en allant ensemble sur Zoom. Voilà. Donc, je vous préciserai un petit peu à l'avance quand il faudra prendre vos crayons et papier. Alors, comment faire des sketch notes? Déjà, il faut savoir quand même un minimum dessiner. C'est-à-dire, tenir un crayon, c'est un petit peu la base. Donc, en général, en présentiel, je demande « Savez-vous dessiner ?» Et les gens me répondent ben, non, pas vraiment. Enfin, s'il y a 20 personnes dans la salle, il y en a peut-être 2 qui lèvent la main. Si je leur demande « Mais est-ce que, quand vous aviez 7 ans, est-ce que vous vous définissiez comme un dessinateur? Est-ce que vous saviez dessiner à 7 ans ?» En général, là, les gens changent et me disent « Bah oui, à 7 ans, je savais dessiner. » Donc, ce qu'on va demander comme compétences pour faire des sketch notes, c'est en gros des compétences que vous aviez déjà acquises à 7 ans. Donc, ça devrait le faire. Là, je vais vous parler un petit peu de matériel. On peut démarrer avec un simple, comme vous voyez sur la gauche, un simple petit carnet et un crayon de base. Ça va fonctionner, hein. Un bic, une feuille, un bic, un petit carnet, il n'y a pas de souci. Après, rapidement, on se sent un petit peu limité. Alors, on a envie de monter en gamme. Alors, moi, personnellement, j'ai acheté des carnets Moleskine. Je peux vous les montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, voilà, c'est des carnets à croquis. Et vous voyez, là, j'ai rempli quelques pages. Je suis dans le bon sens. Oui, j'ai rempli quelques pages. Ça, c'était un de mes premiers carnets. Alors le problème parfois avec ces carnets-là, c'est que si on met trop de matière, ça a tendance à traverser. Alors par moment, je sautais une page sur 2 pour ne pas traverser. Voilà, il y a d'autres marques Moleskine. Par exemple, là j'ai acheté plus récemment un carnet Leuchtturm 1917. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, et on peut remarquer qu'il y a un papier un petit peu plus blanc et ça peut être sympa. Il avait un grammage un petit peu plus élevé. Mais globalement, on fait à peu près quand même la même chose. Ensuite, on peut parler des crayons. Alors, si moi j'utilise des crayons noirs indélébiles, ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on a écrit en noir, on peut repasser en couleur dessus, avec l'indélébile, ça va pas baver. Donc ça, c'est sympa. J'utilise du Faber-Castell. Il y a plein d'autres marques qui existent. Il faut essayer. Ça coûte pas forcément très cher de s'équiper avec ces petits crayons-là. Donc, faut essayer. Faut se faire un petit peu plaisir. Et sinon, autre chose qui coûte peut-être un petit peu plus cher, ce sont les crayons de... Moi, j'utilise des crayons de la marque Tombow. Alors là, je vous montre les... J'ai acheté plusieurs boîtes. Et l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils ont un côté avec une pointe fine. Oh là là, je ne sais pas si ça va se voir. Ça a l'air de se voir un petit peu. Une pointe fine d'un côté et une pointe un petit peu pinceau de l'autre côté. Donc c'est sympa de pouvoir soit écrire ou dessiner finement dans un temps et dans un autre temps pouvoir faire du remplissage avec le côté pinceau. Sinon, on peut utiliser aussi de l'aquarelle. J'ai vu de super sketch notes en aquarelle. Et là, on écrit avec les crayons noirs indélébiles. Et ensuite, on va faire du remplissage avec l'aquarelle. Ça rend magnifique. Là, on rentre un peu dans le côté artistique que peuvent avoir certaines sketch notes. C'est pas obligatoire. Hein. Chacun y va avec son niveau et il y aura pas de souci. Et le dernier matériel que je propose, enfin que j'utilise moi, c'est ce que j'utilise beaucoup plus récemment, c'est la tablette. En l'occurrence, là, moi j'utilise un iPad Pro. Ça, c'est vraiment la machine de guerre pour faire des sketch notes. Après, on peut utiliser l'iPad de dernière génération, pas Pro, donc le classique. Il fonctionne avec le Pencil de première génération. Donc ça peut être sympa pour démarrer à un coût un petit peu moindre. Pour faire des sketch notes numériques.
Et sinon, il y a d'autres tablettes, d'autres marques qui existent, mais qui sont peut-être un petit peu moins utilisées. Je sais que les facilitateurs graphiques utilisent énormément l'iPad et l'Apple Pencil. Voilà pour la partie matérielle. Donc là, je vais vous proposer de prendre un papier et un crayon et de commencer à me suivre. Je vais essayer de vous dessiner les bases de la facilitation graphique et vous allez essayer de me suivre. Donc là, vous devez voir ma page, la page qui est telle qu'elle est émise depuis mon iPad. Et donc, je vais vous dessiner. Donc là, normalement, vous devez voir des choses qui se dessinent. Voilà. J'espère que ça sera en qualité suffisante pour que vous puissiez lire aussi. Et bon, bah c'est parti. On essaye vous allez me suivre et de dessiner pareil sur votre page. Donc là, je vais commencer par le titre. Donc, je vais on va parler des bases de la facilitation graphique. Oui, c'était des stylos Tombow. C'est des stylos japonais. Alors, les stylos noirs, c'est du Faber-Castell. Et les feutres, c'est des Tombow. Je sais qu'il existe des crayons des feutres un peu moins chers de la marque Koi, il me semble. Et qui ont l'air assez sympas également. Et qu'on trouve peut-être plus facilement dans les Leclerc culturels ou Cultura ou choses comme ça. Donc j'ai du mal à parler et dessiner et écrire en même temps. Mais n'hésitez pas à poser des questions et je veux bien que Edouard me les retransmette parce que je vais avoir du mal à lire également les réponses. Donc voilà, là on a écrit le titre et on va pouvoir partir. Alors pour précision quand même, je vais rappeler que c'est pas moi qui suis à l'origine de ce petit workshop. J'ai récupéré ces bases de la facilitation graphique par quelqu'un, Mariana, qui elle-même l'avait suivi, l'avait recueilli de Marc Duguay, qui est un facilitateur nantais. Voilà, donc merci à lui de partager ça. Il n'a pas mis de copyright, il a dit qu'il fallait le diffuser le plus possible, donc c'est ce que je fais ce soir. Alors, les bases de la facilitation graphique, donc on va commencer par les éléments de base. Et vous allez voir, ça va être normalement très simple pour démarrer. Donc, hop, les éléments basiques. Simple, basique, comme Orelsan. On va démarrer avec un point. Jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. Un trait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire plusieurs traits pour faire des formes. Un triangle. Un carré. Ou là, il est un petit peu rectangle, mais bon. On peut faire des ronds et on peut faire des formes plus ou moins patatoïdes qu'on veut. Voilà. Là, on a les bases qui vont vous servir à dessiner d'autres pictos. Donc, hop, deuxième élément, les pictos. Donc ça va être des éléments un petit peu plus riches. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un picto? Ça va être on va utiliser les éléments basiques pour dessiner des thèmes, des sujets, des idées. Donc, par exemple, si je dois imaginer quelque chose d'un petit peu, faire un warning, je peux faire hop, ah, il est mal fait, il est mal fait. Ah, et là, je triche, je corrige. C'est pas bien. Parce que vous, sur papier, vous pouvez pas. Donc voilà, là par exemple j'ai dessiné un petit warning, ça passe très bien comme notion. On peut aussi imaginer quelque chose, si c'est plus dangereux, dessiner une bombe. Voilà, hop, tac, une petite bombe. Voilà, hop, alors là je la colorie comme ça, normalement sur l'iPad je peux remplir d'un coup, mais j'essaye de me mettre au même niveau que ceux qui sont sur papier. Faut pas trop tricher. Dans mon domaine, moi j'utilise souvent le matériel informatique. Donc là, par exemple, un ordinateur portable. Hop, je dessine un rectangle, un petit rectangle un petit peu déformé. Et pour faire le clavier, je fais juste des petites hachures. Voilà, là on a un ordinateur portable vraiment basique.
mais l'idée passe quand même. Pareil, on peut dessiner un smartphone. Hop, hop, on peut faire la petite touche en bas. Et là, on a un smartphone qui est tout à fait acceptable dans une sketch note. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, on peut refaire la voiture de tout à l'heure, par exemple. Hop, hop, une petite voiture. Tac, voilà. Là, c'est une voiture. Et si on veut qu'elle avance vers la gauche, on peut même lui faire un petit peu de fumée derrière. Et on voit qu'elle va avancer vers la gauche. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire peut-être des petits pictos que vous voudriez voir dessiner? Alors, je ne garantis pas tout, hein. Ouais, j'attends. Je suis patient. Une ampoule. Ok. Alors, une ampoule. On fait un petit triangle. Enfin, mon ampoule. Je fais un petit triangle, un petit carré au-dessus, un petit rond. Et après, je vais dessiner le filament. Hop, hop, hop. Et voilà. On a une ampoule. Et si je fais un culot à vis, hop, je dessine des petits traits de côté. Un homme ou une femme, ça je le ferai après. Un cerveau. Ah un cerveau, c'est hyper compliqué. J'ai déjà essayé et j'ai échu. Alors, le cerveau. En général, c'est quand même comme une sorte de nuage. Voilà, je dessinerai que ça comme ça. Mais sauf que les nuages, ils vont un petit peu plus loin et ils font des petits trucs comme ça. Et il y a un... Voilà. Il n'est pas terrible. Tout à l'heure, on va aborder la couleur et je pense que si on le fait le cerveau déjà en rose, c'est plus évocateur. Un homme ou une femme, oui, j'ai dit qu'on le ferait après. La réflexion, voilà, c'est des sujets un petit peu plus avancés. On va rester sur des pictos. Quelqu'un qui réfléchit au lieu de cerveau. Ah, ok. Alors, quelqu'un qui a une idée, par exemple. Eh bien, quelqu'un qui a une idée, on mélange deux pictos avec... Voilà. Hop. Voilà, il a eu une super idée, il est content. Le cerveau est pas mal, merci Daniel. Bon, on va passer à la suite. On pourra voir ça aussi sur Zoom peut-être, de faire des petits exercices comme ça. Un calendrier, oui, un calendrier, ça c'est bien. Alors calendrier, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on va dessiner avec une date et puis des choses comme ça qui rappellent un peu la notion de journée qui vont s'enchaîner. Sinon, on peut noter aussi la date, une sorte de petit calendrier qui se tourne. Et là, on est par exemple le 9 avril, donc 09-04 2020. Voilà, et on lui fait des petits trucs dessus, on lui fait un petit peu de profondeur, et voilà, on a une sorte de petit calendrier qui présente la date. Et une cible, bah là, hop, voilà, et on peut un petit peu plus grand, voilà, et on peut même imaginer une flèche qui vient se planter dedans, hop, hop, avec des petits traits, voilà. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas forcément un grand dessinateur. Après, il y en a qui dessinent moins bien que moi, mais parmi mes amis facilitateurs graphiques, il y en a qui dessinent bien mieux que moi. Voilà, donc il ne faut pas forcément avoir honte de son niveau, faut se lancer. Et comme je disais, les meilleures sketch notes, ce n'est pas forcément celles qui sont artistiques. Il ne faut pas forcément rechercher l'effet waouh, mais plutôt l'effet ah ouais, j'ai compris. Voilà. Maintenant qu'on a fini les pictos, on va passer au personnage. Voilà, personnage. Donc j'en ai déjà fait un petit au-dessus. Donc soit là tout à l'heure j'ai dessiné juste la tête. L'idée c'est quand même de dessiner un corps. Parfois on a besoin d'avoir un personnage entier. Pour ceux qui sont vraiment qui ont du mal à faire des choses très avancées en dessin, le personnage bâton, il peut fonctionner. C'est pas forcément le meilleur, mais ça peut parfois suffire. Moi, ce que je trouve dommage avec le personnage bâton, c'est que j'ai un peu plus de mal à l'animer, à lui donner du mouvement, à lui donner de la vie. Donc en général, moi, je fais un personnage un petit peu plus arrondi. Peut-être parce que moi, je suis un peu plus arrondi, mais je sais pas.
Voilà. Avec ce personnage-là, cette base-là, j'arrive à faire plus de choses. Par exemple, je peux le faire courir. Donc, je le penche et je lui anime les jambes et les bras pour le faire plus courir. Et je peux lui donner aussi un petit peu de vitesse avec des petits traits. Voilà, ça, ça fonctionne pas trop mal pour la course. Ensuite, j'ai quelqu'un qui m'a suggéré des bonhommes en triangle et je trouve que ça fonctionne bien aussi. Donc, hop, hop, voilà. Là, vous avez le haut et la tête. Voilà. Là, par exemple, vous avez un petit bonhomme en triangle et qui est assez facile à animer également. Sur les personnages, je pense que là, ça va vraiment définir votre style. Chacun va avoir un petit peu sa façon de dessiner son bonhomme et ça sera très bien, votre bonhomme sera parfait sur votre sketch note. Maintenant, ce qui est intéressant parfois, c'est de dessiner un groupe de personnages. Alors là, il y a le truc utilisé par tous les facilitateurs, c'est de faire un groupe de bonhommes juste en dessinant cette petite vague là, petite vaguelette qui fonctionne en mettant des têtes au-dessus. Et là, vous avez une équipe, donc c'est sympa. Bon, je pense que j'ai un petit peu fait le tour des personnages. Comme je dis, il faut vraiment que chacun explore sa façon de dessiner pour s'approprier un personnage qui lui plaît, qu'il est capable de dessiner rapidement, parce que c'est ça quand même les sketch notes, c'est de la prise de notes plutôt en direct. Donc si vous arrivez à dessiner rapidement un bonhomme, c'est très bien. Si vous prenez trop de temps à faire un bonhomme hyper précis, voilà, ça n'a pas énormément, ça a moins d'intérêt. On va passer aux lettres. Tout à l'heure, dans la définition des sketch notes, je parlais de lettrage et de calligraphie. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser ce genre de technique. Donc si vous êtes fort en calligraphie, vous allez pouvoir vous éclater parce que certaines personnes arrivent à faire de la calligraphie en écrivant assez rapidement. En s'entraînant, on arrive à choper des techniques pour être rapide en calligraphie, donc ça peut être très sympa. Donc les lettres, soit on écrit en texte classique, on peut écrire en majuscule, certains sont à l'aise pour écrire en minuscule tout en laissant un texte très lisible. C'est pas forcément mon cas, donc en général moi je reste en majuscule. Voilà. Mais il y a certaines écritures qui passent très bien aussi en minuscule, donc vous pouvez faire. Après on s'amuse avec les lettres, hein. Si vous aimez faire par exemple un T avec juste des bâtons comme ça, c'est tout simple à faire et ça peut donner un petit style. Hop. Sinon, un T un peu plus en volume. Des pleins et des déliés si vous êtes fan. Voilà, là, j'utilise pas une pointe particulière, donc je viens juste appuyer sur les zones. Et voilà, on a un joli L. Enfin, presque joli L. On fait ce qu'on peut. Voilà. Après, on peut jouer sur du gras ou de l'italique. Par exemple, là, je vais écrire en plus gros. Et du coup, ça fait du gras. Ou italique. Hop. Voilà, on va écrire penché. Et ça peut, comme dans un document, comme dans un mail, mettre en avant ou mettre en retrait certaines informations. Voilà, là on a un petit peu tous les éléments de base avec lesquels on va pouvoir jouer. On va passer plus à l'organisation, comment faire ressortir les éléments. Alors en général, pour préciser que des éléments font partie d'un même groupe, on les met les uns à côté des autres. Donc là, vous voyez que j'ai bien séparé le titre des autres points. Donc le titre est de basique, picto, personnage et lettres. Et sinon, vous voyez que ces éléments, ils sont regroupés les uns par rapport aux autres. On voit bien que basique, ils sont tous alignés. Picto, ils sont mis dans un endroit où ils sont aussi dans une petite zone. Donc le cerveau, naturellement, va avoir tendance à se dire « Ah bah ces éléments-là font partie d'un sous-ensemble ». Le cerveau, il a absolument besoin de tout regrouper, de chercher à faire des ensembles, à regrouper les choses. Donc là, on lui simplifie la tâche en les mettant dans un même endroit.
Voilà, donc ça permet de délimiter des zones en laissant du vide autour. Maintenant, parfois on a envie de délimiter encore plus fortement ces zones, et donc on va utiliser des cadres. Alors, le cadre de base, ça va être le rectangle. On va encadrer les éléments. Donc là, par exemple, je vais encadrer les éléments basiques, les pictos, les personnages, les lettres. Donc là, on voit que ça ressort. Ah, zut, j'arrive sur le cadre. Il faut que je sois plus près des lettres. Hop, voilà. Donc là, on voit que ça ressort beaucoup mieux. L'ensemble est plus net, c'est plus parlant. Après, on peut s'amuser avec les cadres, notamment en définissant une zone sans faire le contour, mais en venant juste mettre une zone avec une couleur ou une ombre derrière. Et du coup, on va écrire des choses dessus. Et comme ils font tous avec le même fond, on va avoir cette sensation qu'ils font partie d'un même groupe, d'un même ensemble. Autre cadre sympa, c'est les bannières. Donc là, les bannières, notamment pour faire pour encadrer les titres, pour mettre vraiment en avant quelque chose. Et là, on peut s'amuser dans le côté très artistique. Mais je vais vous présenter la bannière que j'utilise très souvent, une bannière de base. Donc, on va démarrer en faisant un rectangle autour du titre. Voilà. Ensuite, on va faire une sorte de rectangle sur le côté, qui est un petit peu caché, mais ça fonctionne bien. Voilà, vous voyez, comme si les rectangles étaient derrière. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez venir rejoindre avec un petit trait les coins du bas au coin des petits rectangles extérieurs. Et là, vous avez une petite bannière assez facile à faire. Voilà, donc là, je vais vous la redessiner en bas. Tac. Tac. Voilà, une petite bannière, c'est sympa. Et sinon, on peut avoir des choses un petit peu plus style une banderole un peu qui s'enroule. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Hop. Hop. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Je vais essayer de gommer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, pour qu'elle soit jolie. Voilà, une petite... comme un drapeau qui s'enroule un petit peu. Voilà, donc ça, tout ça, ça va encadrer, ça va mettre en avant et ça va regrouper les éléments qui ont du sens ensemble. Donc là, hop, je vais encadrer le cadre. Inception, le cadre. Hop. Maintenant, on va pouvoir parler des couleurs. Alors, hop, les couleurs. Là, on va pouvoir remonter. Alors, moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de couleurs parfois. Et ce qui est souvent recommandé, c'est d'en utiliser deux, donc le noir et deux autres couleurs, pour vraiment faire ressortir. Parfois, juste le noir et une couleur, ça fonctionne bien. On voit beaucoup de sketch notes noir et orange. Ça fonctionne super bien, c'est hyper graphique. Moi, j'ai tendance à utiliser deux couleurs. Donc, par exemple, le orange. Et puis, du bleu. Il y a des couleurs qui fonctionnent bien entre elles. Donc là, je vais écrire deux couleurs max. Parce que vous allez voir que si je prends d'autres couleurs, tout de suite, elles se... Je sais pas, ça fait trop, quoi. Ça parle un petit peu moins. L'œil est moins attiré vers des éléments particuliers. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couleurs? Alors, avec les couleurs, on peut venir enrichir les pictos qu'on a fait. Par exemple, le picto... zut. Voilà, tac. Voilà. Le petit picto warning, on aurait pu le faire en orange. Voilà.
et venir dessiner dedans en blanc, hop, le petit warning. Voilà. Ça, il va plus ressortir ensuite, comme grâce à ça, il va plus ressortir. Je fais bien le contour, qu'il ressorte bien. Voilà, il va plus ressortir comme ça en couleur. Du coup, on peut s'amuser. Hein. Les petites étincelles de la bombe, on peut les faire en orange. Le cerveau, on peut lui rajouter un petit peu d'orange. Hop, 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 hop. Bon, je ne sais pas s'il est beaucoup mieux comme ça, mais on va pouvoir utiliser la petite ampoule. C'est sympa de la faire en orange là. Voilà le filament et puis la lumière qui ressort. On peut faire des petites dates dans le calendrier. On peut dessiner des petites choses ou voilà, et faire. Allez, hop, c'était un ordinateur Windows. On peut venir aussi mettre un peu de couleur dans les personnages. Par exemple, on peut dire ah tiens, c'est pas juste un simple personnage, mais c'est Superman. Voilà, hop, tac tac tac. On peut lui faire du coup une super cape. Voilà, tout de suite, il prend une autre dimension, Superman. Le petit personnage. Et sinon, on peut aussi venir écrire du texte dans les différents éléments. On peut venir mettre de la couleur dans les lettres, écrire les lettres en couleur aussi. Ça fait peut-être un peu doublon parfois, mais ça va fonctionner. Voilà. Et si dans le titre on voulait mettre de la couleur, bah, c'est possible d'écrire quelque chose de joli dans les bannières. Voilà pour les couleurs. Je regarde s'il n'y a pas des... Ah, une couronne. Ah oui, bah, la couronne, j'aurais pu la faire. Ah, je vais faire une couronne. Hop, tac, 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 tac. On peut faire même des petits ronds au-dessus. Ça fait un peu couronne de galette des rois. Et voilà. Pour les couleurs. Après, 2 maximum, mais si à certains endroits de votre sketch-note, vous avez envie de dessiner quelque chose d'un petit peu plus précis, ou alors de dessiner un logo qui a une couleur que vous n'utilisez pas, là, rien ne vous interdit. C'est vraiment des règles générales, et vous devez vous les approprier et savoir les dépasser quand il y a besoin, quand elles n'ont plus lieu d'être. Voilà. Petite chose qui rentre vraiment classe sur les sketch-notes, c'est les ombres. Moi, je ne les utilise pas à chaque fois, mais je trouve que ça apporte du plus sur les sketch notes. Alors, 2 techniques pour faire les ombres. Ceux qui n'ont pas de crayon gris, de crayon de couleur grise, enfin vous pouvez faire des petites hachures. Voilà, comme ça fait une petite ombre qui fonctionne. Pour ceux qui ont du gris, bah là vous pouvez faire une ombre tout de suite de la bonne couleur. Donc là, j'utilise l'outil aérographe. Oula, il est un petit peu épais. Hop, je vais faire un petit peu moins épais. Voilà, l'outil aérographe. Donc ça donne une ombre un petit peu plus moins nette. Et donc, qu'est-ce qu'on peut ombrer dans les sketch notes? Bah, par exemple, tous les titres. Hop, on peut les ombrer comme ça. Ça va rendre sympa, ça les ressort bien. Et puis on peut même ombrer tous les cadres. Et comme ça vous donne un petit côté 3D, un petit relief sympa. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, là j'étais un peu bas pour faire l'ombre. Et voilà. Et donc on va pouvoir également ombrer. Ah, c'est pas le bon crayon. Tac, tac, tac. Ombrer le cadre. Voilà pour les ombres. On peut aussi ombrer les lettres, par exemple. Ça marche aussi, là, si vous voulez faire ressortir une lettre, lui donner un aspect 3D, ça marche. Voilà, pour les ombres.
Maintenant, on va passer à quelque chose qui va pouvoir organiser vraiment votre sketch note. Ça va être les connecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un connecteur? Ben, c'est simplement, globalement, généralement, une flèche. Donc, soit la petite flèche de base. Normalement, tout le monde est capable de faire celle-là. Une flèche que moi, je préfère, à peine plus complexe. Voilà, moi, je préfère une flèche un petit peu comme ça, qui, je la trouve plus dynamique, mais chacun peut avoir son choix sur ses flèches préférées. Et sinon, un autre connecteur que j'aime bien, qui est peut-être un petit peu plus subtil, par exemple, si on a différents éléments à regrouper, voilà, on peut utiliser du coup la couleur pour venir connecter les éléments. Et donc là, je vais venir faire un fond de couleur qui fait que là, ça marche très bien si on a une histoire à raconter qui fait un chemin. Donc là, on va avoir différents éléments qui vont être reliés de façon temporelle ou géographique, et on va les connecter un peu plus subtilement comme ça, en faisant un chemin de couleur et en mettant les éléments devant. Voilà, donc là, si je veux connecter, zut, les crayons. Si je veux connecter les différents sujets, les différentes bases de la facilitation graphique entre elles, par exemple, je peux faire mes petites flèches comme ça. Voilà. Hop. 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 Alors plus ça va, plus c'est long à appliquer les... Ah, j'ai oublié de faire les ombres sur celle-là. Je vais déjà faire la flèche. Hop, et je vais faire l'ombre. Voilà, donc là vous avez les connecteurs. Vous pouvez imaginer d'autres connecteurs, hein, des simples traits, des choses comme ça, ça peut fonctionner. Et enfin, le dernier élément, et qui est quand même très important sur les sketch notes, c'est l'organisation. Comment vous allez organiser les informations sur votre page. Donc là, hop, organisation. C'est bientôt la fin. L'organisation pour moi la plus facile, surtout quand on fait dans un carnet, quand on écrit dans un carnet, c'est de prendre les deux pages du carnet et de les faire comme dans le sens de lecture d'un livre classique, c'est-à-dire de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Là, je vous fais des petites flèches pour vous montrer un peu le sens de lecture. Oups, oh, la flèche elle est catastrophique. Voilà. Donc là, c'est vraiment le plus simple. C'est moi ce que je choisis quand je n'ai pas à l'avance d'informations sur le contenu ou sur l'organisation de la réunion ou de la conférence. Voilà, je fonctionne comme ça. Après, parfois, on a envie le contexte se prête bien à la même notion que le mind mapping, c'est-à-dire un petit peu en mode Big Bang. On part d'une idée centrale et ça va nous amener à plein d'autres sous-idées qui elles-mêmes peuvent amener à d'autres idées. Voilà. Donc là, vous allez utiliser les connecteurs, des flèches ou des simples traits. Vous allez utiliser les cadres pour bien faire ressortir les éléments. Ou juste peut-être le texte, s'il est bien défini, ça peut suffire sans cadre. Donc voilà, là on est sur cette organisation et on peut varier les couleurs. Par exemple, pour dire que le thème central, il est les informations les plus importantes, et puis utiliser du bleu sur le reste, et puis peut-être, voilà, trouver ce qui peut avoir du sens. Ce qui aura du sens pour vous, avec un peu de chance, aura du sens pour les autres.
Donc là, on peut repréciser ce qu'on avait fait tout à l'heure, un peu en mode, si c'est vraiment du storytelling, la conférence, c'est-à-dire une histoire qui est racontée, eh ben on va faire comme tout à l'heure, un petit cheminement, voilà, avec un chemin qui va raconter l'histoire. Ça fonctionne bien. Si vous voyez au début que la conférence prend ce tour-là, bah, ça peut être chouette de partir sur cette organisation-là. Et enfin, une dernière petite organisation que j'utilise régulièrement. Parfois, il y a un sujet central, assez transverse, et sur lequel il va y avoir vraiment des thèmes un petit peu qu'on va pouvoir séparer, qu'on va pouvoir cloisonner. Alors du coup, moi, je fais des colonnes. Voilà. Là, j'ai piqué un peu cette organisation à des thèmes PowerPoint. Voilà. Donc là, vous allez avoir peut-être le sujet principal en haut, et puis différentes informations dans les colonnes. Parfois, il y a des conférences ou des réunions qui vont bien s'y prêter. Donc ça, ces bases de la facilitation graphique, vous allez pouvoir utiliser dans les sketch notes, mais vous allez aussi pouvoir potentiellement les utiliser en faisant de la retransmission de notes prises en réunion. C'est-à-dire que vous allez prendre des notes pendant la réunion et après peut-être les remettre au propre, faire ressortir les informations principales. Et vous allez voir que ensuite transmettre un compte-rendu qui utilise la facilitation graphique, vous aurez de bien meilleurs retours. Les gens vont les lire, incroyable. Mais aussi les gens vont potentiellement les commenter, rebondir dessus et vous demander plus régulièrement d'utiliser cette compétence de facilitation graphique. Vous allez apprendre, progresser et ça peut enrichir un peu votre quotidien. Voilà, ça peut être plus sympa. Et voilà pour les bases de la facilitation graphique. Alors comme c'est en mode sketch note, moi, en général, je signe mes sketch notes. Donc, voilà, vous pouvez signer. Voilà. Moi, je mets... Oups. Pas mon stylo. Hop, je peux mettre... Voilà. Mon compte Twitter, par exemple. Petit bulle. Après, tout à l'heure, on a mis un petit calendrier. Ça fonctionne bien. En général, de savoir de quand date cette note. Et puis... on peut la faire plus jolie que juste écrire, même si au final on écrit le 9 avril 2020. Voilà, on met un petit peu en forme. Ouf, avec comme... voilà, on lui fait une petite ombre derrière, et puis on va dessiner une petite ombre. Hop, et voilà. Oh, elle n'est pas très jolie, mon ombre là. Globalement, elles ne sont pas toutes magnifiques. C'est pas très grave. L'idée, c'est de vous faire, de vous transmettre un petit peu les petites bases. Est-ce que vous avez des questions? Tant que j'ai l'iPad pour dessiner, si vous avez des questions, je peux y répondre dessus. Sinon, je vais vous donner des petites astuces que moi j'utilise en plus que ces bases de la facilitation graphique, mais je vais rebasculer sur des slides. Donc, si vous avez des questions, profitez pour voir. Merci Mathilde. Ah, un bonhomme Android. Ah ouais, ça c'est hyper important. Alors on va partir. Je vais faire les contours en noir et ensuite je vais le remplir de vert, parce qu'il est vert le bonhomme Android. Alors le bonhomme Android, celui-là je le maîtrise plutôt pas mal parce que je le fais régulièrement. Voilà, hop, il est comme ça. Voilà, il a des petits bras comme ça parce que là il est content, il lève les bras. Et sinon, il a une petite tête comme ça avec des antennes. Et là, vous avez le bonhomme Android. Et ce qu'on peut faire, c'est venir le remplir de couleurs. Hop. Le logiciel que j'utilise, c'est Procreate sur iPad.
Quand je l'ai acheté, moi, il était à 9,99 €. Je pense que c'est le meilleur investissement à 9,99 € que j'ai fait de ma vie. Donc, vous pouvez l'acheter. Il y a, enfin, sans vous poser trop de questions, il y a plein d'autres logiciels qui existent. J'en ai testé d'autres et j'étais moins convaincu. Et surtout, une fois qu'on a pris un petit peu ces marques avec un outil, on a tendance à l'utiliser plus régulièrement et donc à encore augmenter sa vitesse d'utilisation. Donc maintenant, j'utilise quasiment que celui-là en conférence. Le logo Flutter. Ah Alors, comment il est le logo Flutter de mémoire? Tiens, tu peux l'afficher, Edouard, en fond, le logo Flutter, quelque part, où je le recherche. On a le droit de tricher avec les sketch-notes. Moi, en conférence, j'utilise beaucoup mon téléphone pour faire des recherches Google Images. Ah, je l'ai. Alors, Flutter, d'accord, oui. Hop, le logo Flutter. Il est comme ça. Hop. Donc c'est pas mal parce que c'est que des traits. Mais après, on va venir le colorer un peu différemment. Il a différents niveaux de bleu. Alors là, c'est ça qui est un peu compliqué. Ah, tu n'as pas pris le bleu. Hop. Hop. Du bleu. Et puis je vais mettre le même bleu partout. Je tire trop. Hop, ah, il y a un petit trou là. Je mets le même bleu partout. Et puis après, il y a des zones qui vont être un petit peu plus foncées. Voilà. Donc après, en conférence, par moment, je vais plus ou moins dans le détail des logos. Hein. On n'est pas obligé de... Voilà, basiquement, de loin, on a un logo Flutter. Alors, je vais remettre le... Est-ce qu'il y a... Quelqu'un me dit Procreate, génial. Oui, c'est génial. Bon, voilà, on va passer, rebasculer sur... Donc, je voudrais bien voir tout à l'heure hein, vos productions. Hein. Ça va être intéressant. Donc, voilà, on repasse sur les petits slides avec quelques tips que j'ai appris sur le tas un petit peu. Bon, ça semble évident, mais je trouve que c'est intéressant quand même de vous les transmettre. En conférence ou en cours ou partout, si vous connaissez déjà le sujet, si vous connaissez déjà la personne qui va parler, si vous avez déjà une signature à vous, préparez-les à l'avance, ça vous économisera déjà tout ça comme temps le moment venu. Donc être prêt à l'avance, c'est important. Chose que j'aime bien, donc là, Edouard m'a typiquement demandé ça, dessiner les logos, donc les logos des technos, donc Android, Flutter ou là la techno Java. Ça peut être des logos d'entreprise, si c'est une entreprise qui va faire un retour d'expérience ou présenter quelque chose, ça peut être intéressant de dessiner son logo. Ça amène un peu de couleur, une touche sympa au sketch-note. Moi, j'aime bien faire ça. Et en général, en conférence, ce qui plaît beaucoup aux organisateurs de conférences, c'est que du coup, je le mets à chaque fois, c'est le logo de la conférence. Et ça permet ensuite, quand je le partage dans les réseaux sociaux, aux conférences de le retweeter et de se l'approprier un petit peu. Voilà, ça c'est sympa. Ce qu'il faut voir, alors ce que je fais de moins en moins, mais il faut accepter ses erreurs. Donc quand on fait des sketch notes sur papier, il y a des erreurs. Par exemple, vous oubliez une lettre dans un mot, oui, c'est pas grave. Vous pouvez mettre la lettre à côté, ou alors si le mot reste compréhensible, vous acceptez qu'il y ait une petite erreur d'orthographe et puis c'est pas dramatique. Parfois, si vous faites une tâche, colorier, ça marche pas bien. Vous pouvez, je sais pas, dessiner. Il y en a qui font ça, ils dessinent une fleur autour, ils font un petit dessin, ils meublent, et puis comme du camouflage de tatouage. Voilà. Accepter ses erreurs. Donc c'est vrai que sur papier, on est obligé un peu de les accepter. J'accepte de moins en moins et c'est parfois dommage, ça peut apporter un petit peu de vie au sketch note. Ce que j'aime bien faire et qui prend
pas mal le pas parfois sur certaines sketch notes, c'est de mélanger les techniques. Par exemple, là, je vais dessiner sur la gauche, là, je vais dessiner sur fond de couleur. Donc, je vais faire un aplat de couleur et ensuite, je vais venir effacer. Donc, ça marche bien en numérique, ça marche peut-être un peu moins bien quand même sur papier, mais venir dessiner en gommant quelque part la couleur. Ça fonctionne plutôt bien. Sinon, faire les contours, utiliser par exemple faire un picto et on va écrire du texte sur le contour du picto. Ça peut apporter un petit peu une petite touche artistique, ça peut être sympa. Utiliser le picto comme un cadre. Là, par exemple, on voit outils. J'ai dessiné une clé à molette, une clé simple, elle n'est pas à molette celle-là, autour. Voilà, ça renforce un peu le sujet outil. Et sinon, on peut utiliser aussi des mots comme séparateurs. Par exemple, vous voyez, j'ai écrit entre deux boîtes noires, j'ai écrit une phrase toute connectée et qui va venir faire une frontière un petit peu élégante comme ça entre deux sujets. Voilà un petit peu des petites techniques qui peuvent se mélanger. Parfois, on peut aussi dessiner un énorme picto au milieu et venir écrire tout autour. J'avais fait une sketch note sur une conférence de Cathy Bowman qui a fait la photo du trou noir. Qui était dans l'équipe, la responsable de l'équipe qui a fait la photo du trou noir. Et du coup, j'avais fait ma sketch note. L'organisation était un peu en spirale sur cette forme du trou noir. Donc ça peut aussi être quelque chose de sympa. Utiliser le sujet, le thème comme organisation. Voilà. Si je devais conseiller un bouquin, moi je conseillerais celui de Mike Roth, qui est celui qui a un peu conceptualisé ce mot de sketch note. Alors il commence un peu à dater, parce que moi je l'ai acheté il y a plus de 3 ans, et ça commence à être à la mode, les sketch notes. Depuis, ça s'est vraiment encore plus popularisé. Et il y a plein de bouquins du coup qui sont sortis et qui sont peut-être mieux que celui-là. Mais comme moi j'avais déjà suffisamment de bagages, j'ai plutôt envie d'apprendre en pratiquant. Si je dois vous donner un conseil, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer le plus possible et vous apprendrez beaucoup. Prenez un petit bouquin pour démarrer, mais ensuite, il ne faut pas juste attendre d'avoir exactement tout parcouru, toutes les pages du bouquin pour se lancer. Il faut y aller, il faut se lancer et c'est comme ça que vous allez apprendre le plus. Et voilà. Alors, je vous propose de me poser peut-être quelques questions avant qu'on bascule sur le deuxième exercice qui va être Mathilde qui va nous faire une petite présentation, un petit talk de 10 minutes et on va essayer de le prendre en sketch note. Voilà, practice, practice, practice. Ou comme dirait un copain facilitateur, Sylvain, la théorie des 4 P, qui est ce qu'il faut avoir: pen and practice, practice, practice. C'est-à-dire un crayon et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, on va basculer sur la deuxième pratique. Ah, les questions sur le Slidoo. Alors, est-ce ouais. Est-ce que je reprends des bouts pour faire des sketch notes? Alors moi, ce que je reprends, par exemple, si je fais plusieurs sketch notes dans une même conférence, et ça c'est le côté numérique qu'il apporte, c'est je me fais avant la conférence le logo de la conférence et je vais le réutiliser à chaque fois. Sinon, globalement, je préfère redessiner les choses que de réutiliser des éléments tout faits. Ouais, voilà. Ma signature, je la réutilise aussi à chaque fois. Je réutilise la même. Sinon, l'idée, c'est d'utiliser des pictos suffisamment simples pour pouvoir les dessiner rapidement.
Les logos, ça me prendrait plus de temps d'aller les rechercher dans une précédente note que de les redessiner. Donc non, voilà, je réutilise très peu des éléments déjà faits. Alors, autre question, Sketchnote pour faire un compte-rendu de réunion. Oui, très bien, ça marche plutôt bien. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, vu que c'est pour un usage professionnel, ça va être de faire un premier jet un peu brouillon et ensuite une remise en forme que je vais ensuite diffuser par mail à l'équipe. Voilà. Mais sinon, ouais, ça marche super bien. J'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment très bien. Utilisation d'emojis sur iPad. Oui, c'est de la triche, mais personne n'interdit de tricher. Ça aura peut-être ça sera peut-être moins sympa. Peut-être essayer de redessiner des emojis en Sketchnote. Parce que tous les sujets, les emojis, quelque part, ce sont des pictos. Donc vous pouvez vous approprier les emojis. Et vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à enrichir un peu votre vocabulaire graphique en recopiant les emojis. Ça fonctionne très bien. Voilà, parce que ils vont essayer de prendre un sujet et de le dessiner avec assez peu d'informations, les emojis. Donc, c'est vraiment le type de picto qu'on peut copier. Existe-t-il des utilitaires gratuits pour se lancer? Alors, des utilitaires pour dessiner ou pour apprendre à faire des sketchnotes? Alors, pour dessiner, je pense qu'un crayon et un papier, c'est gratuit, ou presque. Et pour se lancer, moi, c'est ce que je conseille. Donc, là-dessus, on est vraiment dans du matériel pas très cher. Après, sur iPad, il y a quelques outils, je crois, qui doivent être plus ou moins gratuits. Mais je sais que rapidement, moi, je suis basculé sur Procreate et donc je les ai progressivement abandonnés. Faut essayer. Peut-être qu'il y a d'autres dessinateurs qui peuvent mettre des commentaires sur YouTube, peut-être pour proposer des petits outils gratuits. Oui, alors en fait, à la base, oui, je m'entraînais un petit peu à faire cette petite base de picto. Donc ça s'appelle enrichir son vocabulaire graphique, quelque part. Mais petit à petit, en fait, en allant régulièrement à des conférences, donc j'ai la chance d'aller régulièrement à des conférences, le fait de pratiquer, parfois je me trouve confronté à un concept, un picto que je ne sais pas dessiner. Et sur le moment, je vais le laisser de côté et ensuite je vais revenir et réfléchir à tête reposée et je vais m'entraîner dessus. Donc c'est plus là, je suis plus dans l'enrichissement de mon vocabulaire graphique. J'utilise Sketchpad sur Mac avec le trackpad. C'est drôle de sketchnoter mais peu pratique. Oui, je pense que ça doit pas être simple de sketchnoter comme ça, surtout sur un trackpad. On voit pas, c'est pas une tablette graphique, on voit pas exactement là où le stylet va tomber sur le dessin. Donc j'imagine que ça a dû être un petit peu compliqué. Voilà. Sur le sujet du vocabulaire graphique, il faut pas hésiter à s'entraîner régulièrement. C'est comme ça qu'on progresse. Donc faire des sketchnotes, aller régulièrement en conférence ou regarder. Souvent, il y a plein de conférences qui retransmettent sur YouTube. Quand vous regardez des conférences TED, faut se dire tiens, je vais sketchnoter et puis comme ça vous entraîne régulièrement. Combien de temps tu passes à retravailler le sketchnote après la présentation? Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je suis de l'école. J'essaye quand le speaker a terminé, je pose le crayon et je poste sur les réseaux sociaux. Parfois même, je poste avant qu'il ait terminé parce qu'il y a la partie question. Donc, j'essaie de poster sur les réseaux sociaux avant quelque part la fin de la conférence, donc pendant les questions. Ça fait un petit peu des sketch notes très très live, mais pas forcément très léchés. Mais j'aime bien un peu travailler dans cette urgence.
Et surtout, je suis peut-être, alors je sais pas si on peut dire que je suis feignant, mais ça me prendrait tellement de temps de le faire a posteriori que ça me prendrait du temps sur d'autres choses que j'ai pas envie de perdre ce temps, d'accorder ce temps. Par contre, je connais d'autres sketchnoteurs qui prennent même les sketchnotes au crayon gris et qui ensuite vont vraiment retravailler et faire les contours après au crayon indélébile, remplir en couleur, faire de l'aquarelle ou avec des crayons de couleur. Et là, là, on arrive vraiment sur des sketchnotes très léchés, mais ça prend quasiment le double de temps, quoi. Donc, il faut voir si on est prêt à consacrer ce temps. Tu pourrais communiquer des sites références pour se faire ces bases de pictos et autres. Alors, il y a un petit site sympa, ils sont assez présents sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Un Picto par jour. Tout à l'heure, je vous parlais de Marc Duguay, c'est lui qui a lancé un petit peu ce collectif avec des facilitateurs graphiques qui partagent leurs idées de pictos et surtout en mode pas à pas. On voit comment on va dessiner, je sais pas, un palmier, une île déserte ou des concepts, un trésor, l'argent, des choses comme ça. Donc ça, un picto par jour, c'est sympa. Sur Instagram, il y a plein de sketchnoteurs qui y sont et qui partagent beaucoup de choses. Voilà, quoi d'autre? Faut faire des petites recherches. Je sais qu'il y a un site, alors je ne l'ai pas là en tête, mais un site qui présente des sketchnotes didactiques, des sketchnotes pour apprendre des choses. Et ça peut être sympa du coup d'aller les visualiser pour choper des techniques. En fait, faut pas hésiter. Alors, peut-être pas piquer des idées, mais je pense que si on les publie, c'est qu'on ne met pas un copyright sur notre façon de dessiner et qu'on le partage, et que si les autres prennent un peu réutilisent certains pictos, c'est super, il n'y a pas de souci. Voilà pour des sites de référence. Donc j'en ai pas beaucoup, désolé, les réseaux sociaux. Et sinon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Donc on va peut-être pouvoir passer sur la petite conférence rapide de Mathilde. Ok. À toi Mathilde. N'hésite pas à te présenter au début et à préciser de quoi tu vas parler et peut-être dans quel ordre un petit peu pour simplifier la tâche des débutants et des moins débutants également. Allez, bon courage. Voilà, j'ai du son, mais j'ai pas le contrôle sur le slide. Tu m'entends? Ok, je te le dirai. Je vais juste enlever ma vidéo parce que ma connexion n'est pas hyper bonne. Et j'ai pas envie que ça fasse laguer plus. Donc, qui est-ce que je suis? Moi, je suis Mathilde Lemay, je suis CTO d'une boîte qui s'appelle Joli Moi, qui a été créée il y a 2 ans. On est plutôt sur Paris et en fait, on regroupe une communauté de passionnés, de personnes qui recherchent des solutions, des produits de cosmétiques et de soins, et aussi de marques qui sont plutôt engagées. Voilà. Donc en fait, avant ça, j'ai aussi bossé pour une entreprise en full remote. Donc la moitié de l'équipe était à San Francisco, l'autre moitié était en Inde et on était 3 dans toute la boîte à être en Europe, 2 en France et 1 en Belgique. Donc j'ai pas mal pratiqué le remote en tant que manager et en tant que manager. Chez Joli Moi, tu peux passer la slide. Ok. Donc là, dans ce talk-là, ça va être un code très bref parce que le but du jeu, c'est pas vraiment ce que je raconte, soyons honnêtes, c'est plutôt que vous vous entraîniez à faire des jolis sketchnotes. Ça va être un talk qui va durer une dizaine de minutes et qui va être séparé en 3 parties. La première, c'est l'organisation générale. Ensuite, on va voir les problèmes et les succès. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait maintenant dans cette situation un peu particulière. Donc, au niveau de l'organisation, chez Joli Moi, depuis le début, on a fait un peu de télétravail. Genre, moi, j'habite en Picardie, les bureaux ils sont sur Paris, donc en fait, j'ai 1 à 2 jours de télétravail par semaine et il y a énormément de gens qui ont un petit télétravail.
depuis janvier, on bosse avec un freelance dans l'équipe tech, donc qui est membre à part entière de l'équipe tech, et qui lui est sur Nantes. Donc en fait, la question en janvier, c'était ok, comment est-ce qu'on va s'organiser? Au final, ce qui est plutôt sympa, c'est que lui, il a vachement d'expérience là-dedans. Donc, en fait, il est habitué à bosser remote, ce qui a permis, en fait, d'amener le remote sur l'ensemble de l'équipe de manière plus simplifiée. Pardon. Voilà. Donc, en fait, comment ça se passe avec lui? Il est en full remote et il vient tous les mois pendant 2 jours. Ce qu'on a fait au niveau technique, c'est qu'en fait, on n'a pas changé grand-chose. Nous, on fait énormément de pair programming chez Joli Moi. On fait énormément on fait des code reviews sur toutes nos pull requests. On bosse vraiment beaucoup en interaction. Et en fait, on a trouvé ça assez simple finalement de digitaliser nos pairs, quand on code en pair, en fait, tout simplement notre pairing avec genre Visual Studio Live, avec quelques outils à droite à gauche qui nous aident bien. Mais en fait, ce dont une partie de l'équipe avait peur, c'est que ça allait les freiner. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, ça freinait pas du tout et que effectivement, on manquait peut-être un peu de lien social. Donc, il fallait trouver d'autres moyens pour créer ce lien social. Mais qu'au final, au niveau tech, ça se passe plutôt bien. Après, ce qui est important, c'est que c'était quelqu'un qui faisait déjà du télétravail et que moi aussi, j'en ai déjà fait beaucoup avant. Donc, en fait, lui comme moi, le premier truc qu'on a fait quand on devait du télétravail, même partiel, c'est déjà de bien s'équiper. Donc, c'est de ne pas bosser sur son petit portable, de ne pas avoir une chaise de bureau classique, d'investir vraiment dans une bonne chaise de bureau. Ça coûte cher, mais en fait, c'est hyper important. Et c'est pareil au niveau de la station de travail. Je connais pas plusieurs personnes en remote complet qui ont des stations de travail où on monte, où on descend son plateau, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, la technique, finalement, le pairing et autres, c'est pas un problème. Il faut quand même bien mettre un point sur investir dans tout ce qui est le bureau, la chaise, les écrans, les souris, les claviers, pour que vraiment ça soit agréable. Un autre point qui est aussi important au niveau de l'organisation et que nous, on conseille, c'est de se faire vraiment un petit endroit où c'est le travail, en fait. Et donc, si on peut éviter d'être au même endroit, alors bien sûr, quand on est dans un studio sur Paris, c'est compliqué, mais autrement, si vous avez un peu d'espace, ça peut être bien d'avoir un endroit pour je travaille, je suis vraiment au travail, je travaille, et un endroit sur je mate mes vidéos Netflix, okay, et pas forcément le même endroit. Voilà, donc ça, c'est au niveau de l'organisation. Après, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a fait pas mal de télétravail et il y a des cas où ça s'est bien passé et il y a des cas où ça s'est mal passé. Tu peux changer de slide. En fait, ce qui est hyper important dans le télétravail, et on va voir pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'en fait, il faut avoir un setup dédié, ça c'est très important, mais aussi, il faut avoir un environnement calme. Et c'est sûr qu'avoir 3 enfants derrière qui arrivent à 16h30 ou le petit dernier qui est adorable, mais qui fait ses dents toute la journée et toute la nuit, ça va pas encourager les gens à être concentrés et pouvoir bien réussir ce télétravail. Parce que quelqu'un en fait, c'est d'un point de vue management, quelqu'un qui réussit pas le télétravail, c'est lui qui est en général pas performant, mais en général, et en tout cas, nous, chez Joli Moi, ça a toujours été comme ça. Les gens se rendent compte qu'ils sont moins productifs et c'est un problème pour eux. D'accord. Donc, c'est rarement nous qui allons nous dire, bah, tiens, il y a des problèmes, t'es moins productif. C'est plus les gens qui vont nous dire, bah ouais, mais en fait, j'arrive pas à bosser chez moi, j'ai trop de bruit. Et j'ai parlé des enfants, mais ça peut être des adultes, hein. Ça peut complètement être des adultes. On pense toujours aux enfants, mais en fait, juste avoir un conjoint qui arrête pas de vous interrompre, qui pense que vous pouvez aller faire les courses, aller chez le médecin, sortir le chien et faire la vaisselle dans votre temps de travail, ça va être un peu compliqué à gérer. Voilà, donc nous, on a mis en place quelques règles, c'est-à-dire que si tu veux faire du télétravail, c'est OK, mais par contre, faut que tu aies un environnement de travail sain et calme, et si tu l'as pas, bah, c'est pas grave, il y a des espaces de cowork qui existent. Mais l'entre-deux, c'est-à-dire de faire bosser des gens dans des situations où il y a beaucoup de bruit et où c'est compliqué, c'est pas vraiment, parce que si on a même nous, on a beau être une petite équipe, si on a un développeur qui est un peu moins performant sur quelques semaines ou quelques mois, en vrai, ça va pas mettre en péril la boîte. Par contre, pour lui, ça va pas être si facile que ça à vivre. Donc voilà. Le problème
dans le télétravail, c'est aussi le full télétravail. Donc, et là, pour le full télétravail, et ce que nous, on faisait quand j'étais dans mon expérience d'avant, c'est qu'en fait, très vite, on se rend compte qu'on bouffe n'importe quoi, qu'on fait plus de sport et que finalement, mine de rien, on sort moins souvent. Bon, on sort quand même puisqu'on a besoin de compenser. Mais en vrai, faut quand même, pour que ça puisse être un télétravail, il faut vraiment essayer de concevoir le télétravail comme quelque chose de global et pas juste se concentrer sur est-ce que mes pull requests, elles sont faites, mais vraiment, est-ce que la personne, elle mange sainement, elle prend quand même, elle s'habille le matin, c'est des choses très bêtes, mais en fait, il faut quand même garder les gens de l'équipe dans une certaine dynamique et c'est une partie du rôle du manager. Voilà. Et au sujet du coronavirus, donc c'est le 3e slide, le problème c'est que tout ce que nous on a identifié comme des clés de succès, donc télétravail dans un endroit calme, avec la possibilité de faire du sport et de continuer à avoir une vie sociale active, on se rend compte que là c'est impossible, d'accord? Donc en fait, aujourd'hui, moi je considère pas que mes équipes fassent vraiment du télétravail. Techniquement elles en font, mais c'est pas le télétravail efficace. C'est-à-dire que quand on a des enfants qui certes sont adorables, mais qui passent son temps à venir dans les meet-ups, dans les meetings sur Zoom ou autres, voilà, c'est juste. Moi, je vois, j'ai 2 enfants et bah ils viennent, ils passent et normalement, moi, quand je fais du télétravail, en général, ils sont pas là. D'accord. Je peux les récupérer un peu plus tôt le soir à la limite, mais en vrai, ma journée de travail, j'aime bien être seule. Donc là, le problème, c'est qu'on a vraiment toutes les pires conditions pour faire du télétravail. Donc nous, ce qu'on a fait, et je pense le plus important chez Jolie Moi, c'est qu'on a vraiment essayé de lâcher la pression et de dire aux gens, OK, on sait que tout le monde va être moins productif, nous aussi, vous aussi, et en fait, c'est juste normal. Au bout d'un moment, parce que moi, ça fait déjà 6 semaines que je suis confinée puisque j'habite dans l'Oise et que j'étais dans les premiers, donc moi, ça fait plus de 6 semaines. Et jusqu'à 1 mois, ça allait à peu près. Moi, je vois que la semaine dernière, ça commençait à me saouler un peu. Et là, cette semaine, ça commence à être plus dur. Donc, en fait, juste dire aux gens, en fait, c'est normal. Ça va durer. Ça va, a priori, durer longtemps. Donc, c'est normal si les gens, ils ont des coups de mou. Si des fois, ils sont moins efficaces. Et il faut juste en parler. Et c'est pas grave. Voilà. Et pour ça, en fait, ça nécessite vraiment de faire totale confiance à son équipe. Alors, moi, j'ai de la chance, j'ai eu la chance de pouvoir construire toute l'équipe. Et en fait, j'ai une confiance totale dans l'ensemble des gens qui bossent avec moi, de mes collègues et de gens qui développent avec moi chez Jolie Moi. Et en fait, ça aide beaucoup. C'est parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne relation et d'avoir des gens qui, par exemple, sont capables de me dire, en fait, je voulais télétravailler et en fait, j'ai pas pu et c'est pas grave, en fait. Soit on s'arrange, si c'était vraiment toute la journée, on regarde comment est-ce qu'on peut poser un congé ou autre, mais autrement, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'en discuter, être capable d'adapter les horaires, de te dire, voilà, en fait, tu as tes 3 enfants autour de toi, si finalement tu as besoin de faire un 3/5e ou même un 2/5e, en fait, on est là pour t'aider et de toute façon, ça sert à rien de te mettre la pression parce que l'idée, c'est pas que les gens partent en burn-out dans cette période qui est quand même un peu tendue. Donc voilà, pour nous, j'étais en train de finir, donc je sais pas où ça s'est arrêté. Je sais pas où ça s'est arrêté, mais grosso modo, je finissais en disant juste que l'important pour nous aujourd'hui, c'est de bien s'assurer que les gens ont au moins une bonne chaise. Donc par exemple, on a un salarié qui est revenu au bureau juste pour chercher une chaise du bureau, qu'il a mis dans un Uber et qui est parti avec sa chaise chez lui. Ça c'est ok, mais vraiment le plus important, c'est juste de discuter en fait. Donc on fait beaucoup plus de one-to-one, ils prennent plus de temps, mais en fait c'est vraiment hyper important parce qu'en plus les gens ont besoin de ce lien social encore plus maintenant. Voilà. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait maintenant. Alors, on va rebasculer sur Pierre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, voilà. Grosse pression. Alors, je monte ton iPad, c'est bon? Ah oui. Tu le vois, mon iPad, c'est bon? Ok. Alors, donc vous voyez que j'ai mis le titre dans une bannière. J'ai mis le nom de Mathilde. Alors, je ne connaissais pas ton réseau social et en 10 minutes, ça allait tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le chercher. Donc, voilà. Ce qui peut être pas mal dans une sketchnote, c'est de mettre le compte Twitter ou si c'est Instagram ou si c'est LinkedIn ou quelque chose. Ça peut être sympa de le mettre. Comme ça permet aux personnes qui vont voir votre sketchnote de pouvoir recontacter le speaker. Et ça peut amener des discussions, amener d'autres choses sympas. Alors sur l'organisation, donc cette première partie, donc
très gentil de nous avoir dit que ça serait en 3 points. Donc du coup, moi j'ai fait les 3 points qui se voient bien sur la sketchnote. Donc la partie organisation, tu as parlé d'avoir un bon bureau. Le côté matériel était important. Et sinon, vous avez utilisé beaucoup la digitalisation, utiliser des outils de digitalisation. Alors là, j'ai dessiné un nuage parce que j'imagine qu'il y a des outils cloud. J'ai mis Paris, j'ai mis Nantes. Je ne sais plus si tu as parlé d'autres villes ou pas, donc j'ai dessiné des maisons. Chacun peut bosser de sa maison ou du bureau. La notion de bureau est peut-être plus difficile à dessiner qu'une maison. Donc, voilà, j'ai fait des maisons. Ensuite, tu as parlé de problèmes et de succès. Alors moi, le picto-problème, tout de suite, ça m'évoque la petite bombe qui est sympa. Succès, là, j'ai essayé de faire un petit feu d'artifice là pour le côté sympa. Voilà, on voit, tu préconisais un environnement calme et sain. Tu disais que les bébés, c'est mignon, mais c'est moins facile de travailler à côté. Là, j'ai dessiné une petite trompette qui fait pouette. Bon, voilà. Et tu as parlé de dynamique de travail. Là, tout de suite, comme ça, j'ai pas trouvé de picto. Alors, ensuite, troisième partie, en ce moment, ce qui nous arrive, donc le coronavirus. J'ai fait un magnifique coronavirus. Donc, j'avoue, je m'étais entraîné avant. Est-ce que c'est efficace maintenant? Non. Mais est-ce que c'est bien grave? Peut-être pas. Il faut être bienveillant. On subit actuellement les pires conditions pour faire du télétravail. Et là, j'ai dessiné une famille avec 3 enfants qui appellent la maman et le mari qui appelle sa chérie. Et du coup, forcément, ça marche moins bien. Mais il ne faut pas mettre de pression sur les collaborateurs et c'est évident que la productivité va baisser. J'utilise régulièrement cette petite courbe qui, soit ça monte, soit ça baisse. Voilà, c'est assez simple. Je trouve en trois traits, on arrive à donner une tendance. Et puis, il me restait de la place et comme tu as parlé d'avoir une bonne connexion, je l'ai rajouté dans l'endroit qui me restait. Voilà, un petit peu pour moi. Donc, vous voyez, au niveau dessin, il y a peut-être le bureau où j'ai essayé de faire des petites choses un peu... Bon, c'est pas encore très artistique, mais peut-être que tout le monde n'arrive pas à dessiner un bureau comme ça. Sinon, le reste, je pense qu'on est dans des niveaux très, très accessibles de dessin. Et ça sera tout pour moi. Ok. Eh bien, merci à vous deux, Pierre et Mathilde. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Pierre et Edouard particulièrement. Ouais. Alors, en l'occurrence, ça ne se termine pas. Donc, si vous avez vu dans le chat, on vous a mis un petit lien pour aller sur Zoom. Et donc, l'idée de Zoom, c'est justement que vous nous montriez ce que vous avez fait. Parce que certes, Pierre, il nous a fait un truc génial, mais bon, nous, on n'est pas aussi fort que ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller donc, sur flutter.paris/zoom. Et comme ça, vous allez pouvoir nous montrer ce que vous avez fait et aussi avoir peut-être les retours de Pierre qui vous dira peut-être améliore ou alors c'est génial et on a fait encore mieux que lui. Et je suis persuadé qu'il y a quelques facilitateurs dans l'assistance. C'est toujours le cas dans les petits workshops et des personnes qui dessinent bien mieux que moi, ou alors pas forcément facilitateurs graphiques, mais qui travaillent dans le design, qui sont artistes et qui dessinent bien mieux que moi. Donc, il va potentiellement y avoir des petits bijoux. Donc faut pas hésiter. Et aussi potentiellement des débutants. Et donc, faut pas hésiter à partager. Faut pas avoir honte de ce qu'on produit. Et moi, je le partage alors que c'est rarement complètement fini. Là, vous voyez, mes traits, ils n'étaient pas droits. Les dessins, ils sont pas bien finis. C'est pas grave. L'idée, c'est de transmettre les notions, les concepts, les idées qui ont été évoquées pendant la petite conférence. Voilà. Allez, à tout de suite sur Zoom.